Je range mon bureau numéro 51. Et comme vous le savez, quand je range mon bureau, je suis dans mon bureau, c'est-à-dire dans la pièce qui sert à la fois de bibliothèque et de bureau tant à mon épouse qu'à moi-même. J'avais annoncé, je crois, lors de la vidéo numéro 49, un changement, une petite innovation à partir de la 51. Et l'innovation, c'est que, eh bien, comme depuis quelques semaines seulement, j'ai réarrangé justement cette bibliothèque et j'ai désormais tous les livres de littérature africaine, de langue anglaise derrière moi, à côté des traditionnels rayonnages de Pléiade, eh bien j'ai décidé de commencer chaque vidéo par piocher presque au hasard dans un Pléiade ou dans un livre de littérature africaine, que ça ne soit pas seulement le décor et qu'on essaie de refaire vivre ensemble un peu ce corpus. Et aujourd'hui, à tout seigneur, tout honneur, on va dire l'anthologie bilingue de la poésie anglaise, qui m'avait d'ailleurs été offerte avec 2 autres Pléiades par mes collègues en 2011, quand j'ai quitté la direction du département pour me remercier de 3 ans de bons et loyaux services que mes collègues, 8 ans après, en soient de nouveau remerciés si certains passent par là. Et ce que j'ai choisi dans cette anthologie bilingue de la poésie anglaise, qui a été dirigée par Bernard Brugière et Paul Ben-Simon, que j'ai d'ailleurs tous les deux eu brièvement lors de mon bref passage par la Sorbonne Nouvelle Paris 3 au milieu des années 90, eh bien c'est un extrait d'un très très vaste poème, Les Saisons de Thomson. C'est un poème du début du XVIIIe siècle et on méconnaît parfois l'importance de la poésie au XVIIIe siècle. En France, il n'y a pas forcément des quantités de grands poètes, mais en Angleterre, en fait, la tradition poétique ne s'est jamais arrêtée et il y a vraiment d'immenses poèmes et poètes souvent méconnus, sous-estimés, au XVIIIe siècle. Et Thomson en fait partie. Thomson, ses dates, je crois, coïncident plus ou moins avec la première moitié du XVIIIe siècle. Il est surtout connu pour ce grand et vaste poème des saisons en 4 chants, correspondant aux 4 saisons. Et je vais vous citer l'extrait, un tout petit extrait de l'automne, qui est donc repris dans cette anthologie de la poésie anglaise, anthologie bilingue de la poésie anglaise, et je vais vous lire cet extrait en anglais et en français, et je vais même faire un petit commentaire parce qu'il se trouve, c'est là où cette lecture de Pléiade n'est pas du tout au hasard ou purement contingente, j'ai parlé de ce texte-là avec mes étudiants de deuxième année, lors du premier TD de littérature britannique hier soir, lundi 23 septembre, etc., etc. Thus, solitary and in pensive guise, oft lets me wander o'er the russet mead, and through the saddened grove, where scarce is heard one dying strain to cheer the woodman's toil. Haply, some widowed songster pours his plaint far in faint warblings through the tawny copse, while congregated thrushes, linnets, larks, and each wild throat with artless strains salate swelled all the musing of the swarming shades, robbed of their tuneful souls, now shivering sit on the dead tree, a dull, despondent flock, with not a brightness waving o'er their plumes, and naught save chattering discord in their notes. Oh, let not, aimed from some inhuman eye, the gun, the music of the coming year destroy, and harmless, unsuspecting harm lay the weak tribes a miserable prey, in mingled murder fluttering on the ground. Et je vous cite la traduction, j'ai pas vérifié qui l'a traduit. Ah, il faudrait retrouver ça dans l'index général, mais je ne vais pas perdre du temps à le faire là. C'est ainsi que souvent, solitaire et pensif, je veux m'aventurer par les rousses prairies et les bois attristés, où l'on entend à peine une voix mourante charmer le bûcheron. Parfois un oiseau veuf lance sa plainte au loin, et un frêle gazouillis dans les taillis fauves, tandis qu'en troupe, Alouette grive l'inote et ses gorges fougueuses dont les notes sans art naguère enflaient le cœur des ombrages grouillants, privés de leur âme musicale tremblante, perchent sur l'arbre mort, foule sombre et prostrée, dont la livrée a perdu son jeu chatoyant, et dont la note n'est que bavarde discorde. Puisse le fusil, pointé d'un œil inhumain, ne ruiner la musique de l'année qui vient, ni massacrer ces peuplades inoffensives, malheureuses proies incapables de méfiance, masse, palpitante et meurtrie, gisant à terre. En 1730, donc,
on entend notamment toute une sorte de prémisse du romantisme. On est en 1730 et en fait, un très grand nombre d'éléments clés de l'esthétique romantique sont déjà présents. C'est aussi une manière pour moi de déconstruire avec les étudiants l'histoire littéraire, et le romantisme commence en et se termine en. Donc c'est très intéressant en fait, c'est un très beau texte. Et ce que je voulais faire remarquer sur la traduction, c'est outre que c'est le choix de traduire le blank verse, c'est-à-dire le pentamètre iambique non rimé, par des alexandrins qui parfois sont rimés, bon, c'est un choix discutable, il y a beaucoup de débats autour de ça. Par exemple, André Markovitch en tient pour soit le décasyllabe, soit l'endécasyllabe, mais pense qu'il faut éviter l'alexandrin qui francise trop le pentamètre iambique. C'est une théorie et surtout une hypothèse de travail et de chantier tout à fait intéressante et stimulante. Donc là, c'est un autre choix, alexandrin, c'est d'ailleurs assez beau, c'est très bien traduit, je trouve. Il y a une seule chose un petit peu qui m'a frappé, je n'avais pas du tout regardé la traduction avant de préparer le cours et de faire le cours avec les étudiants hier, mais je vois un autre groupe, en fait, vendredi, donc on pourra en reparler, on ne refait jamais deux fois le même cours, et tout vient en fait aussi des propositions des étudiants, c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas d'ailleurs, même certains collègues parfois, mais les cours s'adaptent et bougent énormément en fonction des étudiants. Bon, c'est une parenthèse. Donc la question ici, c'est la question de la syntaxe de la toute fin du passage que j'ai lu, puisqu'il y a une syntaxe totalement déstructurée qui ne respecte pas du tout l'ordre canonique de la langue anglaise, l'ordre standard de la langue anglaise. Oh, let's not aimed from some inhuman eye, the gun, the music of the coming year, destroy. Et après le let not, on a le sujet de destroy et l'objet de destroy qui sont mis côte à côte, the gun, the music of the coming year, et cet enjambement, il y a beaucoup d'enjambement dans la poésie de Thomson, elle s'oppose totalement en cela à celle de Pope, l'autre grand poète du XVIIIe siècle anglais, et en fait je devrais dire britannique, parce que Thomson était écossais en fait, et donc on a ce the gun, the music of the coming year, destroy, et moi je vois dans cette syntaxe déstructurée qui déplace le destroy, non seulement un effet de suspens pour insister bien sûr sur la destruction, mais surtout un effet de déstructuration qui correspond à la déstructuration de l'ordre naturel et de la mélancolie qui s'ensuit de cela en automne. Donc, et là évidemment la traduction n'a pas du tout respecté ça, puisque la syntaxe de la traduction française est beaucoup plus proche en fait de la syntaxe, on va dire, ordinaire du français. Donc il faudrait trouver un moyen de faire ça, c'est-à-dire de déstructurer la syntaxe, de mettre ensemble le sujet et le complément d'objet, et de rejeter le verbe beaucoup plus loin. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, l'art est difficile et la critique est aisée. Bien, donc c'était, et j'ai beaucoup parlé, on essaiera de faire ça plus court les autres fois, c'est la séquence qui sera désormais traditionnelle, où l'on ouvre un Pléiade presque au hasard, ou parfois un livre de littérature africaine presque au hasard, histoire que ces rayonnages ne soient pas seulement un décor, et tout en vous parlant, je n'arrive pas à remettre le Pléiade dans sa boîte. Vous me direz, je pourrais faire ça après, oui je pourrais faire ça après. Bon. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Alors, à part, et c'est aussi pour ça que j'avais choisi de l'anglais, il n'y a que du français, et notamment de la rentrée littéraire. Je suis tout aussi critique que beaucoup sur le principe même de la rentrée littéraire et sur ses effets pervers, mais enfin, il n'empêche qu'il y a quand même des livres intéressants qui sortent lors de la rentrée littéraire, donc on ne va pas se priver de les lire parce qu'ils sortent en août quand même. 3 livres que je n'ai pas lus, mais ce sont des livres que mon épouse a lus, et donc je n'en parlerai pas plus que de vous dire leur titre. Querelle de Kevin Lambert aux éditions Nouvelle Attila. Que je n'ai donc pas lu, que je lirai peut-être, je ne sais pas très bien. En fait, il y a eu toute une sorte de, pas de polémique, mais on parle pas mal de ce livre, mais apparemment il y a eu toute la question de l'édition française, puisque ce livre a d'abord paru au Québec, sous un titre qui doit être Querelle de Robert Ball, je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, le problème qui s'est posé par rapport à ce livre, c'est que l'édition française a apparemment énormément atténué tous les éléments d'un parler régional québécois qui serait le joual. Je ne connais pas grand chose, et donc apparemment le texte est très francisé, a été rendu beaucoup plus lisse pour le lectorat français, donc ça c'est un peu dommage, et du coup finalement ça m'a plus donné envie de lire Querelle de Robert Ball que l'édition française. Enfin on a l'édition française, je vais peut-être pas aller me compliquer la vie. De Pierre Edos de Bérengère Cournu, chez l'excellent éditeur du Tripode, et là donc je ne l'ai pas lu, mais peut-être que je le ferai, parce que c'était un livre qui m'intéresse en fait, hein, sur la culture amérindienne des Hopis,
je lis la 4e de couverture, si ça peut vous donner envie de le lire, à défaut de pouvoir en parler. Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme de sa famille. Uxuralik se retrouve livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid polaire. Si elle veut survivre, elle doit avancer à la rencontre d'autres êtres vivants. Commence alors, dans des conditions extrêmes, une errance au sein de l'espace arctique peuplé d'hommes, d'animaux et de créatures. Voilà, Bérengère Cournu, peut-être qu'on en reparlera à un moment donné. Dans l'immédiat, ça n'est pas à mon programme de lecture et je n'en parlerai pas aujourd'hui. 3e livre lu par mon épouse et pas par moi, Florence Aubenas. Je me cache mal derrière le livre pour boire mon thé, qui va refroidir, sinon vous avez le droit, vous aussi, de boire du thé, du café, du whisky, ce que vous voulez. Et Florence Aubenas, je pense qu'on ne la présente pas, mais ici c'est une sorte de suite du Quai de Ouistreham, que je n'ai pas lu non plus. En France, ce sont des chroniques, et mon épouse a bien aimé ce livre, et je vais vous en lire un extrait, page 111, ça a été marqué, ça fait partie des quelques extraits qui ont été vraiment marqués, dog-eared, par mon épouse. Les hommes ont droit à un sac de gâteaux par semaine, les femmes non. Elles travaillent à la chaîne toutes. Les hommes sont pâtissiers ou s'occupent de la maintenance. Ils sont payés plus que les femmes. Même le petit David, le dernier embauché. Au début, on l'a mis à la chaîne, lui aussi, mais pour quelques mois seulement, une sorte de bizutage. Il touchait 10,21 € de l'heure, davantage que les filles tout de même, y compris celles qui ont plus de 35 ans de maison. Dans la cour de l'usine, assis autour d'une grande table, les hommes se défendent sur le ton de la blague. Oh, on est plus qualifiés, c'est tout. Les femmes plissent les yeux dans le soleil sans s'offusquer. Cela a toujours été comme ça, non ? Dit l'une, et sa collègue, forçant la voix. Une fois, je l'ai dit au patron. Je vais m'en faire greffer une paire, j'aurai peut-être une augmentation. Ça rigole autour, une bonhomie paisible. Puis on passe à autre chose, parce qu'on ne va pas en faire tout un plat. À Caen, depuis 15 jours, les ouvriers occupent la biscuiterie Jeannette, 38 personnes en tout, des femmes pour l'essentiel. Plus d'un siècle durant, on y a fabriqué des madeleines pur beurre avant la mise en liquidation judiciaire cet hiver. Le 20 février, les machines devaient être vendues aux enchères, la rue était pleine de camions, des Bulgares. Le bruit se met à courir qu'un homme d'affaires algérien cherche à acheter la fameuse recette des madeleines. Des filles se récrient « Jamais on ne la donnera !» et quelqu'un, main sur le cœur, même pour 10 000 €. Voilà un extrait, le début de la chronique « Les filles de chez Jeannette », 17 mars 2014. Une des chroniques de ce petit livre, mais je pense assez grand livre malgré tout, de Florence Aubenas. On en vient enfin au livre que j'ai lu, moi, récemment, et que je vais ranger. En fait, pas tout à fait. Parmi les livres que je dois ranger, il y a ce livre d'Aurélie Foglia, Jean de Peine, qui traîne sur mon bureau parce que je l'ai prêté à une collègue, car Aurélie Foglia va passer dans la région. Et voilà, donc je l'ai prêté à une collègue qui n'a pas été plus convaincue que cela. Et allez, je vais en lire un extrait. Donc j'ai lu ce livre lors de sa sortie il y a 5 ans. Jean mène des vies, Jean démène des vies, Jean surmène des vies, Jean se dévide ainsi. Jean se mouche, Jean se rate, Jean recule, Jean se rue, Jean se ronge, Jean mue, Jean plonge, Jean se tue, Jean se prolonge, Jean s'égosille, Jean s'égorge, Jean font la guerre, Jean déguerpisse. Vagabonds vagissent, opinent, prient, bandent, brandissent, pissent, crient, grandissent, vieillissent. Jean soucieux, Jean sociaux, Jean s'accouplent, Jean se décuplent, Jean s'abonne, Jean s'abandonne. Et si vous avez un doute en raison de l'ambiguïté orale de Jean, c'est bien Jean, G-E-N-S, sans déterminant, comme dans le titre, Jean de Peine. Ça y est, on arrive quand même à la pile des livres, ça fait 3 fois que je le dis, que j'ai lu. Kiruna de Maëlys de Kerangal aux excellentes éditions La Contralée. Tiens, puis après on aura un autre La Contralée aussi. Leur couverture très très reconnaissable. Et La Contralée, éditeur en résidence pendant l'année qui vient ici en région centre à l'invitation de Cyclique. Donc j'aurai sans doute l'occasion de reparler de La Contralée. Et là c'est un texte que Maëlys de Kerangal a publié cette année dans la collection Les Périphéries. Et il s'agit d'un voyage, d'une exploration, d'une sorte presque d'enquête sociologique, mais sociologique d'écrivain en résidence aussi, que Maëlys de Kerangal a fait à Kiruna, donc dans une des plus grandes mines du monde, dans une des villes mines les plus grandes du monde. Et plutôt que de dégoiser, je vais vous lire un extrait
page 59 à 61. En un siècle d'existence, l'exploitation intensive du gisement a modifié le sous-sol de la ville. 1 milliard de tonnes de minerais ont été sortis de terre, créant un réseau souterrain de voies, de tunnels, de boyaux, et tout cela a contribué, on s'en doute, à une déstabilisation générale du terrain. Affaissements, éboulis, fractures. Plus la mine s'étend sous terre et plus les fissures apparaissent en surface. Ce phénomène de réplique, qui n'est pas propre à la mine de Kiruna, semble avoir évolué ici plus rapidement que prévu, finissant par menacer directement des maisons situées le long de la veine et par entraîner des évacuations urgentes, effectuées au coup par coup et sans plan établi dès les années 60. Depuis, l'exploitation a progressé, suivant l'orientation de la veine de minerais qui s'enfonce en plan incliné sur la ville, et les galeries se sont dangereusement rapprochées du centre de l'agglomération. Dès lors, ce que l'on anticipait il y a un siècle se précipite inéluctable. La ville s'effondre, elle est peu à peu engloutie par la mine. Des visions d'apocalypse surgissent, gouffres, brèches, glissements de terrain, maisons et silhouettes aspirées par le fond de la terre, quand il s'agit d'une menace plus insidieuse. Édifices qui se froissent, béton qui se lézarde, trottoirs qui se fendillent comme du biscuit sec, béances et craquements. Intimement liés, les destins de la mine et de la ville sont désormais pris dans une même impasse. Si la mine continue de s'étendre sans que rien ne bouge, les habitants menacés finiront par vider les lieux. Or, la mine a besoin des hommes pour fonctionner et du cadre de vie que leur donne la ville pour les retenir dans cette région des confins, enfouis dans la nuit polaire ou baignés du soleil de minuit. Si la mine fermait, ou si le rythme d'extraction du minerai ralentissait afin de préserver ce qui peut encore l'être, alors Kiruna se viderait sans doute d'au moins la moitié de ses habitants. Il n'y aurait plus assez d'emplois pour retenir ici ceux qui vivent, directement ou non, de cette ressource. Kiruna de Maëlys de Kerangal aux éditions de La Contralée, et c'est sorti cette année, et également sorti cette année, et je crois même en rentrée littéraire, toujours pareil, L'odeur de chlore d'Irma Pélatan ou Pélatane, je ne sais pas, c'est son premier texte, j'ai fait aucune recherche sur elle, c'est dans la collection La Sentinelle, toujours aux éditions de La Contralée. Je signale les collections parce qu'il y a un travail très minutieux et vraiment très intéressant des éditions de La Contralée dans la question même des collections, et j'aurai sans doute l'occasion d'en reparler. Alors c'est un texte qui prend un extrait du poème de l'angle droit de Le Corbusier comme épigraphe, parce qu'en fait tout se passe dans une des plus célèbres piscines, pensées, mais non réalisées en fait, par Le Corbusier, mais que tout le monde à Saint-Étienne, je crois que c'est à Saint-Étienne, appelle la piscine du Corbu. Et je lis déjà l'épigraphe, n'accablez donc pas celui qui veut prendre sa part des risques de la vie. Et donc l'odeur de chlore, c'est l'odeur évidemment de la natation, puisque la narratrice se souvient de son enfance dans cette piscine et des heures qu'elle a passées à préparer les compétitions et à nager, et de l'expérience même de la nage et de la natation. Donc déjà c'est un livre que je recommande à titre de curiosité pour toute personne qui nagerait régulièrement, comme ça, enfin, voilà, parce qu'il y a tout ce travail sur l'intériorisation, sur la réflexion, sur le vide qui finit par se faire à l'intérieur du nageur, enfin cette espèce de dissociation de l'esprit et du corps, c'est assez beau. Moi j'ai été un peu déçu par le livre, parce que j'avais compris, mais c'est sans doute parce que je me suis complètement trompé, ou que j'ai confondu deux textes. Je croyais qu'en fait il y avait un principe de contrainte, partie du modulor, cet homme idéal d'1m83, et que les différents brefs chapitres contenaient tous le même nombre de mots, le même nombre de paragraphes, qu'il y avait donc une contrainte d'écriture un peu oulipienne très stricte, et apparemment c'est pas du tout le cas, ou alors c'est tellement subtil qu'on ne s'en rend pas compte, et auquel cas c'est très bien, et je n'ai qu'à la fermer. Mais voilà, donc j'ai été un petit peu déçu, un peu seulement, ça reste un texte intéressant, et je dis que c'est dans Je range mon bureau, et c'est pas tout à fait vrai, parce que j'ai promis d'envoyer ce livre à Françoise Guichard, donc j'espère que je ne vais pas oublier. Puis on va vérifier comme ça si elle regarde les vidéos. Non, je plaisante. Salut Françoise. Alors, je lis la fin, la toute fin, ouais, je vais sauter un petit peu, c'est le tout dernier chapitre, le chapitre qui suit, qui n'est pas numéroté, et qui suit le chapitre 21. Piscine André Wogensky.
Maintenant, elle s'appelle comme ça, la piscine André Vogensky. On ne dit plus la piscine du Corbu. Longtemps ce fait m'a gêné pour écrire, pour finir ce récit. Enfin, cette chronique, ce machin tant de fois suspendu. Le Corbu dessine un ensemble, une unité d'habitation, une maison de la culture, un stade, une église, une piscine. Il construit les deux premiers et puis il meurt. Il meurt dans l'eau claire de la Méditerranée. Il meurt à Roquebrune, Cap-Martin, au pied de son cabanon, sommaire, habitat de mer, palais. Il refuse à plusieurs reprises qu'on aide ce vieillard à la peine à sortir de l'eau. Il reste, il est malade, il est fatigué. Il reste dans l'eau, il choisit la mer, que la mer autour redevienne la mer dedans, qu'elle étouffe l'air. Il choisit d'appartenir entier au territoire du sans-objet, à la flottaison. Je passe. Et donc le Corbusier meurt, on demande à son ami, à son élève de dessiner d'après le plan de masse la piscine. André Vogensky se met au travail. La piscine André Vogensky, je reprends à la toute fin de ce chapitre, la piscine André Vogensky au fond c'est le retour du refoulé. Quel soulagement. J'ai appris à nager dans un discours sur le Corbu. J'ai appris à nager dans un tombeau de rêve, dans une élégie. Il y avait autant de morts que d'eau dans cette piscine et de même, il y avait du mort dans mon corps si plein de vie. Il y avait du mort dans les courses grelottantes du couloir courbe, il y avait du mort dans le rapport aux autres. Maintenant, je le sais, et reste la liberté. Si tu savais comme je suis bien. C'est la dernière phrase de ce texte. Bon, qui m'a un peu déçu, mais je pense qu'en fait, il résonne, parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai terminé, ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai terminé, et il se prolonge quand même, il a des échos, voilà, ça arrive ça aussi, il y a des textes qu'on adore sur le coup, puis qui, avec le temps, s'effilochent un petit peu, et, rétrospectivement, on le reprend, on y repense, on se dit bon. Puis à l'inverse aussi, je pense que ce texte-là, il appartient peut-être à cette deuxième catégorie des textes, on va dire, à infusion lente, et puisque je parle d'infusion, je vais reprendre une gorgée de mon thé fumé, et on continue à crier dans les ruines, rentrée littéraire toujours, Alexandra Kotselic, chez le très bon éditeur Aux Forges de Vulcain. Je vous ai souvent parlé des Forges de Vulcain, et j'attendais beaucoup ce livre, parce que c'est un livre, on va schématiser, c'est un livre sur Tchernobyl, c'est un livre à partir de la catastrophe de Tchernobyl. L'intrigue est relativement simple, une fille d'ingénieur qui avait 13 ans au moment de la catastrophe à Tchernobyl, et qui a habité à... Alors je vais encore dire une bêtise, c'est Pripyat, je ne sais jamais comment s'appelle cette ville moderne où se trouvait, voilà, Pripyat. Oui, donc, que disais-je? L'héroïne avait 13 ans au moment de la catastrophe de Tchernobyl, et ses parents s'exilent dès le lendemain de la catastrophe, embarquent la grand-mère, la fille et eux-mêmes dans un train à destination de l'Ouest. Ils réussissent à passer à l'Ouest, hein, ils bénéficient en fait d'un statut un peu spécial, le père réussit à passer un peu entre les mailles du filet, et ils s'installent dans le Cotentin. Et donc je ne sais pas du tout d'où part toute cette intrigue, mais c'est déjà le principe romanesque est assez intéressant. Évidemment, cette jeune fille avait un amoureux dont le père vivait dans la forêt, et voilà, ils étaient à la fois amoureux, c'était les 2 meilleurs élèves de leur classe, ils échangeaient beaucoup de choses aussi intellectuellement, on va dire, et évidemment, du jour au lendemain, suite à la catastrophe, donc il y a évidemment toute l'histoire macrocosmique qui est la catastrophe de Tchernobyl, la catastrophe nucléaire et toutes ses conséquences, et puis il y a évidemment la petite histoire à l'intérieur, ce qui fait roman, le microcosme, qui est l'histoire de ces 2 adolescents, Lena et Ivan. Alors, moi je suis déçu vraiment par ce livre, et bon, généralement j'aime bien les livres que publie David Meulemans aux Forges de Vulcain, mais là je suis très déçu, je le dis d'autant plus volontiers que j'ai vu passer de la presse relativement dithyrambique, et qu'apparemment le livre trouve son public, qu'il a un certain succès, donc c'est très bien. Je veux dire, bon, c'est pas comme si je pensais être capable de défaire ou de faire la réputation d'un livre, mais voilà, de toute façon, je parle ici en toute liberté. Je suis vraiment déçu par ce livre pour 2 raisons principalement. Allez, on va dire 3 raisons principalement. Je fais un peu comme le sketch de l'Inquisition espagnole des Monty Python. 3 raisons principalement. La première, c'est que je trouve que sur la catastrophe de Tchernobyl et sur le retour en zone interdite de cette jeune fille devenue femme, etc., moi je suis resté sur ma faim. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Deuxièmement, il y a l'écriture d'Alexandra Kotselic, que je trouve
extrêmement maladroite en fait. Je trouve que ça fait rédaction appliquée, il y a vraiment une utilisation des temps grammaticaux, des transitions, des adjectifs qui est faible en fait, moi que je trouve vraiment assez pauvre, donc je ne suis pas du tout convaincu. Puis il y a un troisième élément dans l'écriture, et là c'est encore une question d'écriture, qui moi m'a pas mal agacé. Je pense que ça m'aurait, non je suis sûr que ça m'aurait agacé, même si je n'avais pas su que l'auteur, l'écrivaine, est professeur de lettres classiques, parce que vraiment ça saute aux yeux presque à toutes les pages. Il y a une espèce de plaquage permanent d'éléments de culture gréco-latine qui généralement sortent de n'importe où, ne sont pas du tout motivés, et ça fait vraiment, j'ai écrit le paragraphe, j'ai écrit la fin du chapitre, et puis j'ajoute une référence à Ulysse, j'ajoute une référence à Anchise, j'ajoute une référence à Priam, je sais pas. Enfin, et c'est, voilà, alors il y a un côté clin d'œil. Alors moi ce que je trouve assez peu convaincant dans ce dispositif d'écriture, c'est qu'il y a d'une part une volonté de situer le texte dans une certaine culture, et ça c'est très bien, je veux dire le fait de dire ok c'est la tragédie de Tchernobyl, mais elle se relie à d'autres tragédies d'autres époques, et donc il y a un côté universel, immémoriel, etc. Pourquoi pas, mais il y a un côté quand même un petit peu élitiste. Et si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'en plus c'est élitiste et ça tombe à plat. À savoir que moi, qui n'ai pas une très grande culture gréco-latine, j'ai presque à force, moi je voyais venir les références. Je me dis, ah ben là, elle va nous balancer du... Et ça n'a pas raté. Donc voilà, donc vraiment un livre qui m'a pas accroché. Bon. Cela dit, je vous conseille quand même d'aller y voir par vous-même. J'ai des goûts particuliers, donc peut-être que j'ai des agacements aussi, ou des braquages, je ne sais pas si on peut dire ça en français, je me braque peut-être pour pas grand-chose. Donc voilà, malgré tout, vous voyez, je parle de ce livre, je vous en signale l'existence, À crier dans les ruines. Ça parle de Tchernobyl, on va dire ça comme ça. Et je vais vous en lire une page dans laquelle il y a une analogie avec Pompéi, et je trouve que cette page est réussie. Donc voilà, donc là je cite le chapitre 35, et je le cite en bien. La journée, Léna restait mutique. Mais cette attitude n'affectait pas vraiment Ivan. Il redoubla même d'ardeur envers sa compagne, elle devenait un mystère à déchiffrer. Elle lui échappait, mais n'en devenait que plus désirable. Le soir seulement, en dehors des sites archéologiques, elle sortait de sa léthargie. Parmi les ruines, Léna se sentait à sa place, chez elle. Elle ne voyait pas vraiment les richesses antiques. Des images de Tchernobyl se superposaient aux pierres de Pompéi. En foulant cette terre, elle se rapprochait des ruines de Pripyat, celles qu'elles avaient vues à travers l'écran de télévision. Les graffitis du gymnase de Pompéi lui rappelèrent l'inscription gravée sur le mur du terrain de handball à Pripyat. Fort, courageux, habile. Combien de coureurs s'étaient entraînés à Pompéi? Combien de collégiens avaient mis des buts dans la cage du gardien à Pripyat? Les deux villes étaient devenues, malgré elles, des lieux touristiques, des photographies figées d'un monde qui n'existe plus. Des ruines destinées à survivre aux générations. Léna regardait cette ville antique autrefois ensevelie par les nuées ardentes du Vésuve et redécouverte au XVIIIe siècle. Elle les compara aux pluies de cendres radioactives qui eurent lieu après l'explosion nucléaire. Elle trouva un air de ressemblance entre le Vésuve et les tours de refroidissement de Tchernobyl. Elle regarda le volcan endormi. Jusqu'à quand serait-il inoffensif? Je me suis trompé dans ma lecture, je veux le signaler, parce que, comme en plus je suis criticaire, comme on dit en gascon, il faut aussi quand même que je m'autocritique. J'ai lu Ivan au début, mais c'est Ivan ici, hein, c'est parce que son amour d'enfance, c'est Ivan, dont elle perd totalement la trace pendant 20 ans. Et puis, jeune adulte, étudiante, puis universitaire, elle entretient une histoire sentimentale, assez problématique d'ailleurs, avec un enseignant-chercheur qui s'appelle Ivan, avec un Y. Donc là, il faut dire Ivan, il ne faut pas dire Ivan, dans ce passage-là. Et c'est avec lui qu'elle va à Pompéi, et c'est avec lui donc que naît, ou en sa compagnie, que naît cette espèce de dédoublement fantomatique de Pompéi et de Pripyat. Et donc là encore, la grande histoire et l'histoire universelle recoupent l'histoire personnelle, l'histoire biographique, et ça c'est pas mal fait du tout. Et donc dans ce passage-là, c'est bien fait. Donc c'est pour dire que j'ai pas d'hostilité vis-à-vis de la culture gréco-latine ou du fait d'écrire un roman sur Tchernobyl en ayant cet arrière-plan mythologique, historique, gréco-romain. Mais voilà, ma réserve, c'est sur le fait que très souvent, c'est téléphoné et ça ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne, selon moi. À crier dans les ruines d'Alexandra Kotselic.
Deux livres, là encore, de la rentrée littéraire et que j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit. Abdourahmane Waberi ici et Lionel-Édouard Martin ici. Et je commence par le livre de Lionel-Édouard Martin aux éditions du Réalgard. Et Lionel-Édouard Martin, je vous en ai déjà parlé, j'aime beaucoup son travail de poète, son travail de traducteur aussi. Il traduit de l'allemand, il traduit du latin, principalement, et pas seulement. Je connais nettement moins bien ses proses narratives, et celle-ci est très belle, ça vient juste de paraître aux éditions du Réalgard, tout était devenu troublant. Je n'ai pas envie en fait de raconter vraiment l'histoire, disons seulement que ça se passe dans le contexte de la première moitié du XXe siècle, dans une campagne, et qu'il y a toute une sorte de mystère et de drame qui enveloppe le fils des châtelains locaux, Monsieur Charles, surnommé Popotame. Ce qui est vraiment intéressant dans ce livre-là, déjà c'est dans le dispositif narratif du début, ça part d'enregistrements sur bande magnétique, sur, non, je dis des bêtises d'ailleurs, sur cassette, je crois, sur cassette, d'une vieille dame, d'une domestique, qui a bien connu évidemment toute la famille et qui va raconter à celui qui est le narrateur, par cassette interposée, un certain nombre d'éléments qui vont permettre à ce narrateur de d'écrire en fait le roman. Donc il y a ce dispositif-là, et dans le début, très étonnamment, alors qu'il y a le côté cassette audio, qu'il y a le côté très franco-français, enfin région française du roman, ça fait énormément penser au dispositif que l'on trouve dans Absalom, Absalom de Faulkner par exemple. Et c'est un roman qui est très faulknérien en fait. Et de par les deux autres livres de prose, là pour le coup, les deux autres romans de Lionel-Édouard Martin que j'avais lu, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et donc c'est voilà, c'est très faulknérien, et si je dis ça, je ne sais même pas si c'est besoin de s'il est besoin de le préciser, c'est un immense compliment pour moi, et ça n'est pas du tout dérivatif non plus, à savoir qu'on n'a pas du tout l'impression, hein, moi ça m'a fait penser à ça à un moment donné sur un point précis, mais c'est pas du tout du Faulkner fait en français ou un dérivatif de Faulkner. Et voilà, peut-être que certains d'entre vous vont le lire et vont dire, mais moi je cherche Faulkner et je ne le trouve pas. Mais enfin voilà, en tout cas c'est un texte qui est très fort de ce point de vue-là. Il y a l'autre aspect qui est très fort et sur lequel je vais insister dans mes lectures d'extrait du roman, c'est le côté Künstlerroman, c'est-à-dire le roman d'artiste, roman qui interroge la création et notamment la peinture, puisque ce monsieur Popotame est un peintre presque autodidacte, on va dire, qui apprend à voir, qui a toute une vision, et qui, parce que son seul maître, qui est un peintre du dimanche, qui a bien connu la bohème parisienne, etc., les fauves, les impressionnistes, parce que son maître lui a fait découvrir quelqu'un qui à l'époque n'était pas du tout connu, le douanier Rousseau, et lui a montré des originaux du douanier Rousseau, et lui en a même donné un comme une sorte de fétiche presque, c'est un peintre qui développe toute une technique et tout un regard personnel, au point que, en fait, il va devenir une sorte d'artiste un peu méconnu dans sa région, nul n'est prophète en son pays, mais qui finit par être redécouvert très longtemps après sa mort un peu tragique, un peu obscure, jusque, évidemment, dans le milieu de l'art international et notamment aux États-Unis. Donc il y a dans ce roman toute une écriture très très belle. Lionel-Édouard Martin, c'est quand même quelqu'un qui écrit de manière extrêmement... J'ai eu l'occasion de le dire en parlant il y a quelque temps d'un de ses recueils de poèmes. Je ne vais pas l'attraper, j'aurais dû remettre ça sur le métier. Mais voilà, il écrit d'une manière qui est extrêmement sensuelle, très très attentif, au sensible vraiment, à savoir que... et c'est pas du tout artificiel, à savoir que les odeurs, les sons, la palette évidemment des couleurs, ici ça n'est pas une métaphore puisqu'il s'agit vraiment de peinture et de picturalité, donc c'est vraiment très beau, et je vais vous en lire plusieurs extraits afin d'arrêter de parler peut-être un peu dans le vide. Et d'un coup, ça gicle, sort de la peau. Soudain leste, Monsieur Charles, qu'on appelle Popotame. Délié, libellule, demoiselle, la délivrance. Les couleurs papillonnent de la palette au papier. C'est un format demi-raisin, rapidement recouvert sous les couches successives, qui l'engrossent, qui le plombent en surface,
qui piquerait du nez comme un ivrogne s'il n'était solidement retenu par des pinces à dessin. On dirait un de ces linges mensuels épinglés blancs sur le fil, qu'en hiver solidifie le gel matinal, quand on ne les étend pas dans les greniers, bernés confus par quelques rayons de soleil, oubliés dans les jardins la nuit, qui chuintent de l'aile au vent lugubre. La chouette. Les frais. Ni la lune, ni l'œuf, ni l'élébore. La chouette. La tête de chouette blanche, et les yeux jaunes, et le bec en rostre au cœur de l'effloraison, les pétales de corne. Ce qui sort du tableau de l'âpreté des gestes. Qu'on voit dans un recul, la chouette. De près, c'est peut-être une fleur, mais de loin, c'est une chouette. Chaque tête d'élébore recèle une tête de chouette, sans doute. C'est là ce qui rassure, la ressemblance formelle, au bout du compte extractible quand on a l'œil. Gauche encore, d'une maladresse d'enfant mais bien identifiable. Une tête de chouette avec ses yeux, son bec. Et autre passage, et là plus évidemment sur l'influence aussi du douanier Rousseau. Cela qu'il comprend, Charles, dans la confusion de ses pensées, la touffe d'herbe où s'enracinent toutes les espèces, l'inextricable chignon de mademoiselle, sa propre tignasse, les loques sur le pelage des ânes. Et le rapport de l'orange au tigre de la disproportion, parce que rien dans le monde ne s'établit selon sa taille, mais selon la taille qu'on lui accorde et suivant l'œil qui le regarde. Et l'orange est parfaite en sa forme, et l'orange est juteuse, n'a ni dents ni griffes, ne zèbre pas le jour de sa couleur unique à peine infléchie par la lumière. S'il faut pour de vrai 10 000 oranges pour égaler le poids d'un tigre, une seule orange peut y pourvoir. De même qu'on peut inscrire un tigre entier dans la circonférence d'une seule orange. Le soleil, la lune sont des oranges, et ce sont pourtant des masses énormes de pierres de feu, qu'on tient dans sa paume, de jour, de nuit, pour peu qu'on lève un bras. La lune surtout quand elle pend lourde à l'arbre invisible où elle est mûre. Tout est dans l'œil, oui, dans le regard qui seul ordonne, qui place au juste rang dans la profusion tumultueuse de l'univers. Cela qu'il faut peindre avec la même délicatesse, le même amour qui transpire en toute chose bonne, pour le rendu fin de la bonté, pour le détail, pour le trait, tout cela qu'il faut apprendre et laisser la truelle pour le pinceau, pour le lisse sur la toile, la caresse sur le dos ronronnant du chat, tout un travail inspiré par la vie, pas dans sa vérité. La vie n'a pas de vérité ni de normes, dans ce qu'on en perçoit, qu'on vit, qu'on respire naturellement. Tout était devenu trop blanc, de Lionel-Édouard Martin au Réal Gare. Je doute que vous trouviez ce livre très facilement offert comme ça aux éventaires ou sur les tables des libraires, mais n'hésitez pas à le commander à votre libraire, à le faire découvrir à votre libraire. C'est un très beau texte de Lionel-Édouard Martin. Et je termine avec un livre que vous trouverez plus facilement parce qu'il a été pas mal médiatisé, celui-là. On lui promet peut-être le Renaudot ou je ne sais quoi. Bon, c'est pas parce qu'il a de la presse que je ne vais pas en parler. Voilà, donc c'est un peu peut-être des sortes d'antithèses médiatiques, hein, parce que le livre de Lionel-Édouard Martin, malheureusement, on n'en parle pas beaucoup, et c'est vraiment très dommage, parce que c'est un très beau livre. Et puis celui-là, on en parle plus, mais enfin, s'il est pas mal, on va en parler quand même. Donc c'est le dernier livre d'Abdourahmane Ouaberi, et Abdourahmane Ouaberi, si vous vous replongez dans les vidéos « Je range mon bureau », je ne sais plus quel numéro c'était, mais après avoir reçu Abdourahmane à l'université de Tours, j'avais consacré une sorte de vidéo un peu rétrospective de l'ensemble de ses livres. Donc c'était en fin novembre, début décembre dernier, 2018, ça se retrouve, je pense facilement, dans l'arborescence de la chaîne YouTube. Et donc ça c'est son dernier livre aux éditions Lattès, Pourquoi tu danses quand tu marches, roman, et on insiste bien dessus, roman. Il n'y a pas d'autobiographie, même si apparemment tous les éléments de la vie du narrateur et tout le rapport avec sa famille, tout le rapport avec son histoire personnelle semble directement lié à la biographie de l'écrivain et surtout de l'homme Abdourahmane Ouaberi. Ça n'est pas présenté comme ça, c'est présenté comme un roman. Donc lisons-le comme un roman, avec sa part d'ombre, avec sa part de fiction, et ne nous trompons pas, même si, évidemment, dans une sorte de perturbation supplémentaire du pacte
de fiction. L'éditeur, allais-je dire, mais je pense que l'auteur l'a voulu ou a eu son mot à dire, parce que c'est quand même une photo de lui avec sa fille, à ce qu'on peut supposer, parce que là aussi je ne crois pas qu'il y ait de précision, on a juste les crédits photographiques. Donc voilà, il y a cette perturbation, hein, si on pense au seuil, au paratexte de cher Gérard Genette, bien voilà, on a ce bandeau qui dit, bah voilà, vous achetez ce livre, et effectivement, si votre hypothèse de lecture c'est que ce livre parle de Abdourahmane Ouaberi lui-même, et de la question que lui a posée sa fille, pourquoi tu danses quand tu marches, qui donne son titre au livre, eh bien vous avez une hypothèse pertinente. Mais, si je décide d'enlever le bandeau, roman et basta. Ok. Donc voilà, donc c'est un peu une sorte de retour sur l'enfance, et c'est un texte qui, de ce point de vue-là, se rapprocherait par exemple des Lumières de Pointe-Noire d'Alain Mabankou, qui est, d'après moi, son seul vrai bon livre. Et ici, ça, c'est en rupture, en fait, avec ce que fait d'habitude Abdourahmane Ouaberi. Pas tellement dans l'écriture, parce que dans l'écriture, c'est très proche des 2 ou 3 derniers livres, et notamment du livre qu'il a consacré à Gil Scott-Heron, le très beau livre La Divine Chanson, hein, qui est paru en 2015, ça se rapproche même, dans une moindre mesure, du livre consacré à Walter Benjamin, le roman Passage des larmes, déjà publié d'ailleurs chez Lattès il y a 10 ans déjà, je n'en reviens pas. Je suis en train de regarder la liste des œuvres du même auteur à titre d'anti-sèche, et ça me surprend moi-même. Bon, 10 ans depuis Passage des larmes, waouh. Donc voilà, dans l'écriture, c'est dans une continuité, mais dans la thématique, ce côté retour sur soi-même, autobiographie, etc., c'est presque comme si Ouaberi faisait sur ce personnage de narrateur qui lui ressemble beaucoup, ce qu'il a pu faire sur les personnages qui vont à la recherche, à la rencontre de Walter Benjamin, de Gil Scott-Heron, dans les derniers livres. Bon, cela étant posé, je lis. J'ai lu 2 extraits du livre de Lionel-Édouard Martin, je vais lire 2 extraits de ce livre-là. Je me tourne vers ma grand-mère. Ma mère me tire par le bras une nouvelle fois, je tombe comme les fois précédentes. Souffle coupé, ma mère lâche enfin ma main. Elle fait quelques pas avant de s'asseoir pour reprendre son souffle, je reste le cul dans la poussière. Cet instant est le plus long de ma vie, son poids le plus lourd. Ma mère ouvre enfin la bouche pour recoller les morceaux. Pourquoi il tombe aujourd'hui? La voix calme et claire de grand-mère Cochise fuse. Sa jambe, elle ne tient pas. Affolée, ma mère fonce sur moi, me soulève, essuie la poussière de mon short. Son regard s'adoucit. Elle masse ma jambe. Je crois que je ne sens rien. Le mal est ailleurs. Il a migré dans la tête. C'est un corset. Je le porterai toute ma vie. Ce passage est écrit en phrases qui sont à chaque fois des paragraphes. Donc c'est presque comme des versets ici. Et puis autre extrait qui participe. Je parlais du Künstlerroman. Bon, ce livre-là, c'est aussi comment je suis devenu écrivain. Voilà, le narrateur raconte comment il fait de son handicap une sorte de force pour se retrouver avec lui-même et pour pratiquer un autre type d'activité qui n'est pas sportive, mais qui est une activité d'écriture. De nombreux garçons recherchaient désormais ma compagnie et certaines filles me scrutaient d'une manière qui m'attendrissait. Dans le quartier aussi, ma réputation était précédée d'une flatteuse rumeur. Dopée à la légende, elle montait comme la pâte à pain que malaxait de ses doigts maigrichons Hachim le boulanger. On racontait que je savais redonner vie à tous les personnages illustres, que l'empereur Haïlé Sélassié et la reine de Saba me devaient une partie de leur éclat. Que je saurais embaumer les gisants du cimetière d'Ambouly dans une langue française douce et soyeuse. Mon succès avait ses revers. Des caïds ont décidé de recourir à mes services. Ils me faisaient parvenir un jour ou 2 à l'avance le sujet de la rédaction qui leur avait donné des cauchemars. C'était à moi de leur ôter cette épine du pied. En échange, ils me promettaient de veiller sur ma sécurité cette année scolaire et la suivante. Leur sollicitude me flattait, même si parfois je devais me creuser les méninges pour remplir leurs feuilles à carreaux et double interligne. Ils étaient peu regardants sur le contenu, satisfaits dès lors que leurs feuilles doubles étaient recouvertes de ma graphie entortillée. Je soupçonnais les caïds d'être sensibles à la longueur des mots.
dès que je me suis aperçu de leur penchant pour les termes longs et ronflants, j'ai établi une liste d'adverbes plus étirés les uns que les autres. Glisser un obstinément ou un malencontreusement dès l'introduction me remplissait de joie et confirmait mon statut de champion S-lettres. Voilà pour l'apprentissage de l'écriture et de ses pouvoirs politiques, en l'occurrence présentés de manière très ironique quand même aussi et auto-ironique dans cet extrait donc de ce livre voilà, assez émouvant d'Abdourahmane Ouaberi et dont vous avez peut-être entendu parler. Eh bien, il fait partie de mes recommandations de la semaine, de la quinzaine, de la je sais pas quoi. Bien, c'était la 51 et on se retrouve, eh bien, on va pas faire le malin pour la 52. Allez, bon mardi.